Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiru. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le sujet est sur toutes les lèvres, politiques, intellectuels, hommes des médias, analystes, citoyens lambda. Tout le monde en parle parce que tout le monde est préoccupé. Vous l'avez compris, il s'agit de l'attaque qu'a subi l'hôtel Radisson hier 72. Le sujet suscite donc beaucoup d'interrogations auxquelles il y a pour l'instant peu de réponses précises. Qui sont les assaillants? Combien étaient-ils? Que voulaient-ils? Comment ont-ils pu s'infiltrer dans l'hôtel? À quoi servira l'état d'urgence? Le dispositif sécuritaire a-t-il connu des changements? Qu'est-ce qui va changer après cette attaque? On se pose donc beaucoup de questions, les unes aussi légitimes que les autres. Pour débattre de tout cela, nous avons 4 invités. Ousmane Korneo, qui est spécialiste du Sahel. Monsieur Korneo, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Yatassaï, il est le président de l'association des jeunes contre le terrorisme et la drogue au Mali. Bonsoir. Siaka Tcheblé Doumbia, il est du Centre d'analyse politique et économique. Bonsoir Siaka. Bonsoir Famba. Et Ali Aïdara qui est donc spécialiste en sécurité, lui, il sera en ligne. Mesdames et messieurs, bonsoir à la présentation Seydou Famba. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Comme toute attaque terroriste, celle de l'hôtel Radisson a surpris vendredi plus d'un. Même les observateurs semblaient pris de court. Ce n'était donc pas très évident pour les uns et les autres, même les plus avisés, d'y voir donc au clair au premier jour. 112 heures après l'attaque, est-on à mesure d'y voir un peu plus clair? Nous posons la question à Ousmane Korneo, qui est spécialiste en sécurité du Sahel. Oui, merci Famba. D'abord, paix pour le repos de l'âme des disparus. Je l'ai dit ce matin sur vos antennes qu'en fait que moi je n'étais surpris ni de l'acte ni du lieu, dans la mesure où je ne voyais aucun phénomène et qui pouvait les en empêcher. Ça aurait pu arriver à Bamako, ça aurait pu arriver ailleurs. Mais de cette manière quand même assez spectaculaire. Oui, en fait, j'ai dit le terrorisme, il n'y a qu'une seule manière de lutter contre le terrorisme et les empêcher d'agir. C'est la dissuasion. C'est qu'ils aient peur d'agir. Mais qu'est-ce qui se passait à Bamako pour que quelqu'un qui avait cette intention se sente traqué et ait peur? Rien. N'importe qui aurait pu préparer doucement cette attaque et puis la perpétrer. Je déplore quand même la perte en vies humaines. Mais je crois qu'à partir de cette situation, on reviendra dans le débat. Il faut absolument que des comportements soient modifiés, changés à tous les niveaux. Nous avons Ali Aïdara qui est en ligne. Il est spécialiste en sécurité. Bonsoir, monsieur Aïdara. Oui, bonsoir. Alors, on a entendu quand même depuis vendredi précisément, que l'hôtel Radisson se trouvait dans un endroit quand même assez sécurisé. Pourtant, les terroristes sont parvenus à frapper là-bas. Vous êtes surpris? Pas du tout. La sécurité n'est tenue nulle part au Mali et en Afrique de l'Ouest correctement. En ce qui concerne le terrorisme, les terroristes peuvent frapper, comme l'a dit celui qui vient de parler avant moi tout de suite. Ça peut arriver à n'importe quel pays, n'importe où dans le monde. Le Pentagone a été touché par le terrorisme. Ça, c'est notre aspect. Mais la prévention, elle est nécessaire. Mais le problème est que nous n'avons pas les moyens d'abord de prévenir tous ces actes-là. Ça, c'est un. La meilleure arme pour lutter contre le terrorisme, c'est l'éducation et la formation des agents de sécurité pour pouvoir prévenir certains, pas tous les actes qu'on peut prévenir, mais au moins certains. Mais ça va avec le sérieux. Et nous n'avons pas ce sérieux et la notion sécuritaire, au vrai sens du mot, elle est inexistante. Les hôtels les plus grands, comme le Radisson, vous avez des agents de sécurité qui sont là, pour lesquels chacun, la compagnie paye, l'hôtel paye peut-être 250 000 francs par mois ou 300 000 francs. L'agent n'est payé qu'à 40 000 francs ou 50 000 francs. Il n'y a aucun niveau sur le plan éducatif, d'abord en termes de sécurité. Il n'y a pas une formation, un suivi de formation. Donc comment se fait-il que vous pouvez attendre des miracles de ces agents de sécurité-là? C'est pas possible.
Alors, nous retournons dans ce studio, nous nous tournons donc du côté de Mamadou Yatassaï, qui est le président de l'association des jeunes contre le terrorisme et la drogue au Mali. Monsieur Yatassaï, vous aussi, vous avez suivi l'événement qui s'est déroulé le vendredi passé, donc c'était à l'hôtel Radisson. Vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez? Je remercie Monsieur Fomba. Avant de parler, j'aimerais juste présenter mes condoléances aux familles des victimes de l'attaque de Radisson. Mais je dirais bien que l'attaque était déjà prévisible. Le terrorisme qui satisferont aussi qu'en leur faisant parler d'eux et s'aimer du terreur, les attaques du sud du pays étaient prévisibles parce que je crois savoir dit dans beaucoup de réseaux sociaux qu'il existait. Mais des alertes ont été données, mais sans rien faire. Quand les deux prédécesseurs parlent du niveau de la sécurité, je dirais bien que nos forces de sécurité sont mal recrutées. L'effondrement du pays de 2012 nous a montré que nos forces de sécurité sont très mal formées, mal recrutées. Si ces mêmes agents disent à ces enfants qu'on va te mettre dans l'armée parce que vous êtes maintenant indiscipliné. Au niveau du réforme de la secteur de la sécurité, je pense qu'il y a des défaillances. Lutter contre le terrorisme, d'abord, c'est de lutter contre le chômage des jeunes. Les jeunes qui n'ont pas d'emploi sont tentés à tout. Voyons le cas même du Radisson Blu. Les diplômés en sciences de droit, ils sont utilisés à moins de 40 000 francs de salaire, qui n'ont pas d'armes, ils ne peuvent pas se défendre. Donc la lutte contre le terrorisme et la drogue, c'est un effet que le pays du Sahel doit vraiment lutter contre ce fléau d'abord. Monsieur Foma. Alors, vous dites que les agents ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être renforcés, mais ces agents ont quand même fait preuve de courage lors de cette attaque. Ils l'ont fait de façon volontaire, c'est de s'occuper. C'est leur vie contre la vie des terroristes. Donc ils étaient obligés de se défendre pour sauver d'abord leur tête et encore sauver d'autres personnes. Oui, je parle des agents qui sont venus à la rescousse, qui sont venus intervenir pour après libérer en fait les otages. C'est d'eux que je parle. Oui, mais quand vous voyez nos agents, monsieur Wagé, Fomba, oui. Fomba, quand vous voyez nos éléments qui sont pas, ils ont besoin de formation avec des casquettes, même des éléments, quand vous voyez les images avec des téléphones portables. Donc on se comprend bien, vous parlez des sociétés qui assurent non, la je société, parle mais des sociétés privées. Non, des forces de sécurité nationales qui avaient des téléphones portables. Quand vous regardez les images, vous allez voir nos porteurs de forces de sécurité avec des téléphones, au lieu de s'occuper à sauver les otages, ils s'occupaient à filmer les images pour pouvoir montrer que moi j'étais sur le champ. Ça c'est décevant. Ça c'est vraiment décevant. Voilà. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect, même si j'ai quand même l'impression que ces gens ont fait preuve de courage. Ils ont pris du risque pour pouvoir libérer et sauver d'autres vies. Et maintenant, nous allons donner la parole à Siaka Tchablé Doumbia, qui est du Centre d'analyse politique et économique. Merci, M. Fomba. Sur ce même plateau, Fomba, il m'est arrivé de dire que depuis les attaques contre la terrasse et puis depuis les attentats dans la 3e région des Sukar, que notre pays n'est plus à l'abri des attentats terroristes. Et que maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir quand est-ce qu'on va perpétrer ces attentats, où est-ce qu'on va perpétrer ces attentats. Aujourd'hui, que l'hôtel Radisson soit attaqué, à mon avis, ce n'est pas une surprise, compte tenu de la face des personnalités qui fréquentent ces différents hôtels. Mais avant d'arriver jusqu'au fond de cette question, mais moi je crois que après cet attentat, il y a lieu de tirer certains enseignements. Il y a des efforts qui ont été accomplis. La véritable lutte contre le terrorisme, ça va de la prévention, comme l'a dit tout à l'heure M. Cornéo. Et de cette prévention, il en va de l'amélioration de la sécurité. Et qui parle de la prévention dans le domaine de la sécurité parle du renseignement. Vous prenez aujourd'hui les renseignements dans notre État, nous avons suffisamment de difficultés. En termes des ressources humaines, nous n'avons pas de personnel suffisant. Je ne vais pas me permettre sur ces plateaux de donner le nombre, mais nous n'avons pas des ressources humaines suffisantes pour assurer ce renseignement. Primo, secondo, les moyens matériels également nous manquent. Et tertio, le mode opératoire, la façon de coordonner les différentes structures de renseignement à partir de la direction des sécurités militaires, de la DGC, des différentes structures qui sont au niveau de la garde, de la police. Donc,
en fait, sur les textes, il est prévu que toutes ces structures envoient et regroupent leurs informations au sein d'un conseil à la sécurité qui est placé au président de la République. Mais en réalité, on voit qu'il y a un dysfonctionnement entre ces différentes structures, ce qui fait qu'il y a une sorte de rétention d'informations de la part de chacun. Ce que disait tout à l'heure M. Yatassaye, c'est vrai, il avait été dit, la menace avait été prouvée, mais où est-ce que ça allait être perpétré, on n'en savait justement pas. Ça, c'est ce que j'avais à dire à propos de mes premières versions. Mais ce qui est à dire, c'est que nous allons peut-être en venir au fond du débat, c'est qu'il y a eu des efforts qui ont été déployés. Il y a eu des menaces qui ont été déjouées avant l'attentat de l'hôtel Radisson. Il y a eu des efforts qui ont été déployés par des forces de sécurité pour sauver des vies humaines. Et après également, je crois qu'il y a lieu de tirer de certains enseignements. Alors, Monsieur Corneau, je vais vous poser la question suivante. Ces 2 jours, on a entendu un observateur dire que dans les pays du Sahel, les pays où la menace terroriste est plus qu'une réalité, on ne met pas l'accent sur le renseignement. Alors si souvent on pense au renseignement, c'est au renseignement politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, en fait, le premier élément de renseignement, c'est l'identification. Pour que tu puisses renseigner quelqu'un sur un événement, mais encore faut-il identifier. J'ai écouté sur les antennes, 52% des Maliens n'ont pas d'identité, de carte d'identité. Plus de 52% des Maliens et des femmes accouchent en dehors des centres de santé, donc n'ont pas d'acte de naissance. Mais écoutez, quelqu'un qui peut circuler au Mali sans avoir une pièce d'identité, et quand il est arrêté, tout ce que les gendarmes lui demandent, c'est de payer 2000 francs pour continuer. Est-ce que ça, c'est la gestion de la sécurité? Ceux qui sont rentrés, par exemple, là, ils auraient pu cacher leur identité, arriver à un poste de sécurité, se faire contrôler, dire qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, on les fait payer 1000 francs et puis ils continuent. Donc ça veut dire que le renseignement repose d'abord sur des éléments. Tant que ces éléments n'existent pas, le renseignement dit. J'ai vu des gens passer. Qui sont-ils? On m'aurait dit que les auteurs de l'attaque de Radisson étaient des anciens clients, ils avaient séjourné. Je l'ai entendu, je ne suis pas sûr. Mais comment peut-on héberger des personnes sans avoir leur identité, sans avoir lu leur carte d'identité, leur passeport? Et qui fait qu'aujourd'hui, quand on pose la question qui sont-ils, on devait le savoir à partir de l'instant où ils ont pénétré le Mali, ils ont circulé au Mali. Ça veut dire que le renseignement repose sur un élément de base qui n'existe pas déjà, sur lequel il faut travailler, c'est l'identification de la population, l'identification de tous ceux qui séjournent, de tous ceux qui se déplacent à l'intérieur du pays. Alors, des Maliens qui circulent donc sans identité, sans pièce d'identité, c'est un problème. Mais l'autre problème aussi, je crois qu'on a besoin d'agents en nombre et d'agents compétents pour un renseignement plus efficace, non? Oui, c'est ça, c'est ce que j'appelle je l'ai dit dans ma première intervention, c'est ce qu'on appelle, la dissuasion. C'est-à-dire que des gens, si les terroristes, il faut que les terroristes se sentent traqués. Ils se sentent traqués par le renseignement. Ils se sentent traqués par la présence des agents. Ils se sentent traqués par le comportement et la curiosité des communautés. Donc c'est tout ça qui fait que ces changements de comportement qui feront que le terroriste aura peur. Et quand la peur est du côté du terroriste, il est facile de l'attraper. Mais quand il peut agir en toute tranquillité, sans craindre que l'information parvienne aux agents de sécurité, de par la présence des services de sécurité, de par la présence des communautés, de par la présence de qui que ce soit, écoutez, bonjour le désastre. Nous avons donc en ligne Ali Haïdara, spécialiste en sécurité. Monsieur Haïdara, dites-nous, le renseignement a un rôle quand même très important dans la lutte contre le terrorisme, non? C'est absolument vrai. Le seul problème avec cela, c'est que même si nous avons les renseignements correctement comme il le faut, quand il y a le manque de sérieux et la corruption, ces renseignements ne servent absolument à rien. Pourquoi? Alors, au lieu que quelqu'un qui doit s'occuper de recueillir des renseignements et de donner ça aux autres services, si ce dernier a pour objectif de passer sa journée à chercher à avoir, par exemple, dans un poste frontalier, un bus qui rentre, disons, à titre exemplaire, il y a 40 personnes dedans.
Ces agents-là ne sont même pas capables de regarder qui sont ces voyageurs qui rentrent dans le Mali, dans le pays. Vous voulez dire qu'ils ont d'autres préoccupations? Pardon? Vous voulez dire qu'ils ont d'autres préoccupations? Ils ont d'autres préoccupations parce qu'ils sont là à collecter 1000 francs par carte d'identité. Ils s'en foutent réellement de ce qui se passe. Donc, les terroristes peuvent rentrer facilement dans ce pays-là, venir faire toute leur planification et les agents de sécurité des petites compagnies là, comme Escort et autres là, ne servent absolument à rien contre les gens qui ont des Kalachnikov, des agents qui sont payés à 30 000 francs ou 40 000 francs. Vous croyez qu'ils peuvent réellement les arrêter? Non. Regardons la chose en face. Le manque de sérieux et la corruption, c'est-à-dire pour notre problème dans ce pays-là. Il faut que la corruption, c'est-à-dire diminue au moins. On ne parle pas d'arrêter, mais il faut que le développement commence réellement. C'est-à-dire qu'il y ait un investissement dans les infrastructures, c'est-à-dire dans le service. C'est-à-dire, va dans les administrations. Qu'est-ce que tu peux faire à Bamako aujourd'hui ou au Mali? Je sais que c'est un peu partout dans la sous-région, mais il faut reconnaître qu'ici au Mali, rien ne se fait sans l'argent. Regardez les policiers en circulation. Je crois que nul n'est aveugle là. Mais il faut regarder le problème en face et puis reconnaître que nous avons un problème à régler. Et la sécurité, c'est comme la santé. On ne peut pas prendre de risques. Si vous prenez le risque, c'est déjà trop tard. Les conséquences, voilà, nous les avons. La suite de ce débat dans un instant. Voilà. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'attaque de l'hôtel Radisson vendredi, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce lundi. Nous étions en train d'évoquer l'importance du renseignement. Alors dites-nous, Mamadou Yatassaï, vous qui êtes président de l'association des jeunes contre le terrorisme et la drogue au Mali, qu'est-ce que vous pensez du renseignement? Quel rôle peut-il jouer dans la lutte contre le phénomène qu'on appelle terrorisme? Le renseignement peut bel et bien jouer son rôle si toute la population nationale se met à s'informer entre nous. Par rapport à l'intervention de M. Haïdara, nos forces de sécurité, ils ne sont pas du tout préoccupés de leur mission régalienne du contrôle. Je dis et je le répète, même pas plus que hier dimanche, j'ai vu un collègue m'a informé que lui, il a quitté Caille avec son arme, parce qu'il a le port d'armes. Il a quitté Caille, Bamako, juste chez lui. Il n'a pas été contrôlé même une seule fois. Parce que les agents le voient un monsieur bien habillé, donc on ne lui pose pas de questions. Il fait entrer de toutes sortes ce qu'il veut dans la vie. C'est lui-même qui fait la remarque. Non, c'est lui-même qui fait la remarque. Il dit que je suis venu dans ma voiture avec le chauffeur, avec mon arme dans ma main. Personne ne m'a contrôlé même une seule fois. Donc là, c'est inquiétant. Les forces de sécurité, au lieu de contrôler tout le monde, ils se voient de se focaliser sur les transports en commun, d'aller voir ce qu'ils ont pour avoir leur peine jour. Ce n'est pas pour avoir quelque chose de sûr, c'est pour dans leur rentabilité qu'ils font ce contrôle. C'est que moi je voudrais, il est demandé à la population civile d'informer les forces de sécurité en cas de suspect. Parce que cela n'est pas une habitude malienne. La dénonciation, il faut que la population civile essaie maintenant de dénoncer ceux qu'ils vont voir comme suspects aux autorités et même aller loin de faire un écrit. Donc par rapport à cette mission, j'ai informé les autorités et ils n'ont pas réagi. Si cela n'est pas fait, donc le pays n'est pas à l'abri même d'une évasion à Bamako. Alors, selon donc Monsieur Tassaï, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau du renseignement. Est-ce votre avis, Monsieur Doumia? Monsieur Foma, vous savez, en termes de renseignement, moi je vais sur deux plans. D'abord, j'essaie d'aller dans un cadre général qui implique la population. Nous l'avons dit maintes fois sur ce plateau-là qu'il faut que la population collabore avec les forces de sécurité. Ça, c'est un autre aspect de renseignement. Et un autre aspect de renseignement, ce sont des structures spécialisées qui sont dédiées dans le domaine du renseignement. Alors si je pars avec l'implication de la population, il y a une défaillance. La défaillance, elle peut être de part et d'autre. Ici, sur ce même plateau, je me rappelle, on a fait comprendre qu'en informant les forces de sécurité, on encourt également des risques. Ça a été dit ici sur ce plateau. Et là, ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que
Vous l'avez dit, M. Corno l'a dit tout à l'heure, il y a de la corruption. Je suis d'accord avec ça. Mais en matière de lutte contre le terrorisme, il faut vraiment aller très loin. Nous avons dans certains États, tout le monde a une carte d'identité, tout le monde a un passeport. Mais là, il y a encore dans ces États à peu près 5 000 ou bien 6 000 personnes qui sont fichées, ils ne sont pas exclus des attentats terroristes. Donc, nous, la difficulté, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours en retard sur ces terroristes-là. Nous, nos actions viennent après leur acte. Et c'est ce qui est déplorable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des mesures en avance. Et ces mesures en avance, c'est le renforcement de nos structures de renseignement, une coordination parfaite, un partage d'informations entre les différentes unités chargées du renseignement et une efficacité dans leurs mesures peut venir à ce niveau. Sans quoi, avec la participation de la population, on peut déjouer beaucoup de complots, mais à mon avis, il faut aller plus loin. Avec des moyens technologiques, avec des moyens également militaires. Voilà. On va donc revenir concrètement aux événements du vendredi. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vous savez, demande aux uns et aux autres d'attendre pour avoir des informations, aussi bien sur l'identité des victimes que celle des auteurs. On commence par les victimes. Il semble qu'elles sont quand même majoritairement étrangères, Ousmane Cornéo. Oui, effectivement, ils sont majoritairement étrangers, mais je me suis toujours posé la question. J'ai essayé d'analyser les victimes pour savoir quel serait le motif du choix de ces victimes. À la limite, je suis arrivé à penser qu'en fait, que ça a été un effet du hasard. C'est-à-dire que les personnes qui ont été tuées sont des personnes qui ont été au mauvais lieu, au mauvais moment. Même si la présence de 6 Russes, compte tenu du rôle que la Russie joue en Irak et en Syrie, bon, on aurait pu penser peut-être que c'est à cause de ça qu'ils ont été ciblés. Justement, il y a une partie quand même de l'opinion russe qui lie le fait qu'il y ait 6 victimes, 6 Russes parmi les victimes, il lie cela au fait que voilà, la Russie est en train de frapper en Syrie. C'est vrai que... Non, je ne pense pas. Comme je l'ai dit, moi je pense que ce sont des personnes qui ont été au mauvais lieu, au mauvais moment. Je ne vois pas pourquoi tuer une pauvre Sénégalaise. Qu'est-ce que le Sénégal a à voir? Je me dis que cette pauvre dame s'est retrouvée au mauvais lieu, au mauvais moment. Et quand les assaillants ont été traqués, et quand ils sont réfugiés, je ne sais pas si c'était au 6e, au 5e ou au 6e étage. Au 3e. Ben, écoutez, bon, finalement, c'était pour eux aussi de se défendre. Et je pense que les personnes qui ont été en ces lieux, au mauvais moment, parce que de ce qu'on a écouté à la radio, il y a certains qui les ont rencontrés, qui ont dialogué avec eux, à qui ils ont demandé parfois de réciter. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, ils n'avaient pas d'humeur à tirer sur tout ce qui bouge. Mais quand ils ont été suffisamment traqués et qu'ils se disaient qu'il fallait se défendre, moi je crois que les personnes qui ont été au mauvais lieu et au mauvais moment ont été les victimes. C'est ma lecture que j'ai faite. Ali Haïdara est en ligne. Dites-nous, monsieur Haïdara, vous pensez que le choix des victimes est un hasard? Disons qu'il y a un peu de tout. Pourquoi? Parce que le choix des victimes, c'est un majoritaire expatrié. Pourquoi? Parce que, vous savez, le choix de l'hôtel ici, c'est le plus grand hôtel du Mali, je dirais, ou bien un des plus grands hôtels. Mais c'est toujours, ça représente un objectif facile par rapport à aller faire commettre un tel attentat, par exemple, en France ou bien en Occident. C'est un endroit où on peut trouver assez d'Occidentaux. Ces gens-là, déjà, qui sont drogués en général, quand ils entreprennent de tels actes, ne vont pas reconnaître un Russe, un Français ou bien un Américain, c'est-à-dire un Russe seulement. Donc, un blanc, c'est un blanc. Il y a des victimes dedans, c'est-à-dire de toute nationalité, les Russes, il y avait une Américaine, il y a des Chinois, c'est la peau blanche, c'est-à-dire l'objectif premier. En dehors de cela, il y a des gens sous l'effet de la drogue peuvent tuer n'importe qui réellement. Parce qu'un terroriste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sème la terreur. Donc maintenant, un Sénégalais qui vient au Mali, qui se fait tuer ici, ça empêche les Sénégalais de venir au Mali. L'objectif des terroristes sont atteints dans ce sens-là. Ils veulent couper le Mali et remettre le Mali à 200 ans en arrière. Donc maintenant que ces expatriés arrêtent de venir ici, vous avez vu, les chanceliers occidentaux ont commencé à aviser leurs ressortissants de ne pas venir au Mali si ce n'est pas une obligation. Donc tout cela rentre dans les conséquences qui viendront, c'est-à-dire après un tel acte, la réussite d'un tel acte. Donc moi je dirais le choix des victimes, c'est-à-dire
Et il y a une priorité, ils ont une liste. Les Occidentaux sont généralement plus élevés, en première ligne, mais toutes personnes qui ont réellement, ce sont des victimes potentielles. Hein. Mamadou Yatassaï, on dit que les victimes n'ont pas été forcément choisies. Je pense que les victimes n'ont pas été choisies. L'atteinte des terroristes, là, c'était juste de semer la terreur. Leur objectif est déjà atteint, de venir faire des scandales au niveau de l'hôtel. Leur objectif c'était par rapport à ça de faire entendre parler d'eux. Eux maintenant, ça c'est déjà un acquis pour les terroristes. Maintenant, par rapport à leur objectif spécifique, prendre des blancs, prendre les noirs, ce n'était pas vraiment leur objectif. Ils peuvent agir sous l'effet de la drogue. Avec la drogue, la personne est capable de faire tout possible. La drogue, c'est un fléau que le monde entier doit vraiment lutter contre ça pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Cheikh Chebledounia du Centre d'analyse politique et économique. M. Fomba, moi, si le choix des victimes n'était pas gratuit, moi je me dis que quand même le lieu quand même était très bien ciblé. Les lieux étaient très bien ciblés. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ces victimes-là ont été malheureusement les victimes? Ça peut être expliqué d'une certaine façon. C'est que la façon dont l'opération s'est déroulée peut conduire ces victimes à se trouver à ce moment endroit, comme l'a dit M. Corneau tout à l'heure. Moi, j'ai entendu parler à un moment donné sur un spécialiste français qui disait que dans les opérations terroristes, les effets psychologiques et médiatiques sont beaucoup plus importants que les effets stratégiques. Moi, à mon avis, cette question ne tient pas. Ça ne tient pas, pourquoi? Parce que ces gens-là, ce n'est pas fortuit d'aller à l'hôtel Radisson comme ça. Ils ont dû opérer, ils ont dû faire des opérations de reconnaissance d'abord du secteur. Savoir qu'il y a des étrangers qui se trouvent ici et en priorité des cibles que nous cherchons. J'ai cru comprendre qu'il y avait le personnel de Air France qui se trouve dans cet hôtel-là. Et donc tout ça, ça a une indication. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu atteindre ce personnel-là? Là, je crois que les enquêtes quand même peuvent nous édifier là-dessus. Si les victimes qui sont tombées aujourd'hui sont tombés comme tels, moi je me dis que le choix de l'hôtel n'était pas un choix fortuit et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'en fait, que vous soyez russe, que vous soyez américain, vous avez la peau blanche pour eux, ils vont tirer sur vous. Vous représentez un ennemi pour eux. Au sujet des assaillants, il y a beaucoup de rumeurs. On sait que 2 ont été abattus et selon certaines sources, il y en aurait pas d'autres, hein. Il n'y avait donc que 2, mais en croire d'autres sources, il y en aurait qui se seraient évadés. Qu'est-ce que vous en pensez, Ousmane Corneau? Bon, qui seraient évadés de l'hôtel. Vu la configuration de l'hôtel, je ne pense pas que ce soit possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des collaborateurs. Ils ne sont pas venus à pied. Une calache, ça fait au moins 70 cm. Vu leur accoutrement, un pantalon jean, une chemise, où est-ce qu'ils auraient pu cacher la calache? Ça veut dire qu'ils ont été transportés par un moyen de déplacement, une voiture à l'occurrence, qui les a amenés. Donc le chauffeur est un collaborateur. Ils ont séjourné, si ce ne sont pas des Maliens, ils ont séjourné quelque part chez quelqu'un qui est un collaborateur. Peut-être qu'ils peuvent venir à Bamako sans armes, parce qu'ici on peut se procurer des armes n'importe où. Mais quand même, il faut se dire qu'arriver ici, il faut quand même que quelqu'un les indique là où il faut trouver une arme. Ça veut dire qu'il y a des collaborateurs qui sont dans la ville qu'il faut chercher. Ali Haïdara qui est donc toujours en ligne. Dites-nous, Monsieur Haïdara, qu'est-ce que vous pensez du débat concernant le nombre des assaillants? Monsieur Haïdara? Bon, oui. Allez-y. Concernant le nombre des assaillants, moi je dirais ça actuellement, tant que les enquêtes ne prennent pas fin, également nous ne saurons pas combien ils étaient en tout. Mais ce qu'il y a généralement à retenir, dans ce genre d'action, il y a toujours un travail d'évaluation avant le déclenchement de la terreur. Donc ça peut être fait par des associés, comme ça peut être fait par ces mêmes individus qui pouvaient venir 24 heures avant ou 48 heures avant, pour venir bien évaluer l'endroit, ressortir. N'importe qui peut rentrer au Radisson, faire un tour, regarder, aller au niveau de la piscine, aller au salle de gym, monter dans les ascenseurs et revenir. Tu peux faire un travail de ce genre pendant 48 heures et repérer tout ce que tu veux repérer et avoir une certaine idée de ce qu'il y a. Et puis aller te préparer, revenir en fonction de la connaissance que tu as acquise pendant les 2 ou 3 jours avant. Mais maintenant, cela dit, il peut y avoir aussi des associés qui ont fait, comme le frère vient de le dire, qui ont transporté les armes pour eux, pour les faire venir au Mali, ou bien qui les ont aidés d'une manière pour l'hébergement, et tous ceux qui sont
Mais maintenant, ces officiers n'étaient pas obligés d'y être au moment de l'action. Ils pourraient seulement leur donner les informations et disparaître. Donc, je dirais que ça peut aller des deux côtés, quoi. Studio Tamani, il est 18h passé de 45 minutes. Nous allons donc observer une courte pause. Une réaction, Un avis, Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. L'attaque donc de l'hôtel Radisson 72 heures après, c'est le thème du débat d'aujourd'hui. Et pour parler de cette question, nous avons 4 invités. Ousmane Corneo, qui est spécialiste en sécurité du Sahel, Siaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique, Mamadou Yatassaï, il est le président de l'association des jeunes contre le terrorisme et la drogue au Mali. Et nous avons en ligne Ali Aïdara, qui est le spécialiste en sécurité. Alors, nous étions tout de suite en train de parler du nombre des assaillants. Alors, dites-nous, monsieur Yatassaï, le moins qu'on puisse dire est quand même que 2, 3, 4, 5, en tout cas, ce qui est sûr, il y avait des complices. Hein? Je pense que les terroristes ne traquent jamais avant de sillonner d'abord l'endroit. Et encore, ils ont besoin des complices pour se procurer du matériel. Ceci étant, ces bandits armés qui ont attaqué l'hôtel Radisson n'ont pas agi seuls. Ils doivent avoir des complices. Comme dans les journaux, ils disent que les terroristes ont séjourné dans l'hôtel à 48 heures avant l'acte. Et comment l'hôtel n'arrive pas. Oui, mais je crois que ça, c'est des informations qui restent à confirmer. Oui, des informations donc, qui restent à être confirmées. Et par rapport à la sécurité, le nombre n'étant pas d'abord connu par les forces de sécurité, nous resterons disponibles pour la sécurité, à savoir vraiment nous communiquer le nombre réel. Mais d'ores et déjà que, comme j'avais bien dit, le mode de recrutement qui est en cours est à critiquer. Même les jeunes de Koulikoro, ils ont déjà saisi le ministre de la Sécurité par rapport au mode de recrutement et ils ont constaté des irrégularités. Je profite de votre antenne et par rapport à l'attaque de revoir cette situation. Siaka Tcheblé Doumbia. Ok, et M. Fomba, s'agissant du nombre de ces assaillants à l'hôtel, je crois qu'on va s'atteler d'abord à l'enquête. Pour l'instant, on a 2 personnes qui ont été identifiées et dont nous avons vu les photos. Est-ce qu'il y a une 3e personne ou est-ce qu'ils sont au-delà de 3 personnes? À mon avis, cette question est difficile à répondre parce que, vous savez, pour bien répondre à cette question, il faut que ce qui fait la facilité de la lutte contre le terrorisme ici chez nous par rapport aux autres États, la France, le monde libéral et même à la différence entre nous et le Nigeria, c'est qu'ici aujourd'hui pour nous, d'abord, je vais dire la population civile malienne n'est pas la cible directe d'abord pour l'instant. C'est que les cibles sont connues. Nous avons des ambassades, nous avons des hôtels, nous avons des symboles de l'État qui sont les cibles prioritaires et les symboles des collectivités. À partir de ce moment, il y a lieu de renforcer les moyens de surveillance de ce secteur-là. Si vous aviez par exemple, je prends tout de suite les attentats de Paris, nous avons appris qu'il y a à peu près 2000 heures des vidéos à analyser, d'enregistrement, des bandes à analyser. Donc s'il y avait également des moyens de surveillance, des moyens des vidéos comme ça, nous pouvions dire avec précision qui sont derrière, ils étaient au nombre de combien, et à travers les moyens que nous allons avoir sur place, nous pouvons remonter la chaîne jusqu'au commanditaire. Mais aujourd'hui, nous n'avons que 2 personnes qui sont tombées et les moyens d'enquête sont assez réduits pour l'instant. Donc, je pense que pour l'instant, nous ne pouvons que nous atteler à ce qu'a dit l'enquête. Vous avez parlé tout à l'heure de comment ils sont intervenus. J'ai cru comprendre que les moyens qui ont permis à ces gens-là de se déplacer jusqu'à l'hôtel, ces moyens ont été détectés et je vais me limiter là. Et l'enquête va quand même pousser jusqu'à avoir son effet. Ousmane Corneo, vendredi dernier, on ne savait pas quand même, à mon avis, grand-chose de les revendications de ces assaillants. Et aujourd'hui? Non, la première caractéristique du terroriste, c'est sans revendication et sans motif. C'est-à-dire que c'est la terreur gratuite. Je viens pour mourir et pour tuer. Si on a une revendication, on n'est plus un terroriste. Mais s'ils voulaient quand même prendre des gens en otage, c'était... Non, ils ne sont pas venus pour prendre des gens en otage, voilà. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour tuer et se faire tuer. Ils savent très bien que dans un pays comme le Mali, 2 personnes ne peuvent pas pénétrer dans un hôtel comme Radisson, aller tuer et puis s'en sortir.
Non, ils sont venus pour mourir et pour tuer. Et c'est pour ça que moi je félicite quand même si c'est une réaction, c'est pas une action, les forces de sécurité qui ont pu quand même limiter le dégât. Je dis qu'ils ont limité le dégât. Le fait d'être intervenu et de mettre les terroristes dans une situation de retranchement et de peur a fait que peut-être qu'on a limité les dégâts. Si j'étais plus nombreux et que s'ils avaient eu le coup de plus franche, je crois que les conséquences auraient été plus graves que ça. Alors, Ali Haïdara est en ligne. Ali Haïdara, il ne s'agissait donc pas véritablement d'une prise d'otage, il s'agissait de tuer. Évidemment, ces gens, c'est-à-dire la notion de prise d'otage, je crois qu'elle a changé, a évolué depuis un certain moment. Avec ces groupes que nous avons actuellement, ils ne prennent pas d'otages c'est-à-dire pour négocier, pour avoir un tel ou telle chose. C'est-à-dire qui ont fait des enlèvements, généralement c'est dans des endroits reculés au nord, ou bien dans les lieux avec les montagnes, tout ça, où on peut cacher pour avoir demandé une rançon. Mais ces gens qui sont venus prendre des otages en plein centre de Bamako, au Radisson, savent qu'ils sont venus pour mourir. C'est pour cela aujourd'hui, si tu regardes réellement, même en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire les interventions quand les forces spéciales arrivent, généralement on ne donne pas assez de temps encore pour essayer de négocier ou quoi que ce soit. On essaie seulement de comprendre et avoir une situation, c'est-à-dire de photos, c'est-à-dire de là où les assaillants sont, et quelle est, c'est-à-dire la situation, c'est-à-dire même si pas parfaite, mais à peu près, c'est-à-dire pour une intervention rapide, parce que c'est pour en fait les éliminer. Et ces gens-là viennent pour tuer le maximum. C'est pas seulement pour seulement. Ils viennent, ils terrorisent, ils allongent la durée pour terroriser encore. Là, c'est pour réellement tuer parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils vont mourir. Suivant à présent la réaction de Mamadou Yatassaï, le président de l'association des jeunes contre le terrorisme et la drogue au Mali. Oui, j'aborde dans le même sens que mes deux prédécesseurs. Ces terroristes sont venus uniquement pour tuer et semer la terreur. Donc leur objectif est déjà atteint. Ils étaient en mission de venir créer du désordre. Ça a été fait et puis voilà la limite. Sinon, ils savaient bel et bien qu'ils ne peuvent pas prendre des otages, faire des prises d'otages et sortir de la ville avec eux. C'était vraiment impossible. Même si c'est la population qui allait vraiment courir derrière eux, allait libérer ces otages avec eux. Voilà. Moi, je ne trouve pas que l'objectif, bien qu'il peut avoir l'objectif spécifique, ça peut être tuer ces otages-là. Mais à mon avis, l'objectif général, il y a bien une revendication derrière. Nous avons vu tout à l'heure sur vos antennes que ça a été revendiqué par encore il y a les fronts de libération de Massina, ça a été revendiqué par Al-Mourabitoun. À travers ces revendications, quelle est la philosophie qui se trouve derrière chaque organisation? Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que chacune de ces organisations sont affiliées à Al-Qaïda. Et la revendication de Al-Qaïda est connue. Le mode opératoire d'Al-Qaïda est... Donc, moi, je me dis que l'objectif spécifique, ce n'était pas tuer, c'était de tuer, mais l'objectif général, il y avait une revendication derrière qui était de s'attaquer aux intérêts français. Nous avons dû avoir accès à une vidéo que le patron de Ansardine avait envoyé à l'AFP qui demande à tous les jeunes de s'attaquer aux intérêts français par des ceintures explosives, par des commandes téléchargées. Donc, à mon avis, le fait de tuer, ça rentre dans la recherche d'un autre objectif, qui est de s'attaquer aux intérêts occidentaux, qui est de s'attaquer à tous ceux qui sont opposés aux autres. Il y a quand même la double revendication qui est là, mais qui est derrière l'acte? À mon avis, pour l'instant, la première revendication était en train d'être analysée. On n'a pas encore pour l'instant des résultats. Et il y a une seconde revendication tout à l'heure. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une rivalité entre les détenances. Entre le Front de libération de Massina dirigé par Koufa et de l'autre côté entre Yad. Chacun essaye d'exercer tant que faire se peut son influence sur la zone. Mais ce qui est clair, ils sont tous alliés à Al-Qaïda et c'est Al-Qaïda qui est derrière cet attentat. Non, mais il faut même faire remarquer quand même qu'il y a quelques contradictions au niveau des récits, leurs récits concernant la façon dont la chose s'est déroulée, M. Corneau. Oui, vous savez que c'est la guerre des ondes. C'est-à-dire chacun veut récupérer la situation. C'est peut-être même pas sûr que ce soit les deux. Il est même possible que le vrai commanditaire soit encore caché à l'abri. Mais ceux-ci, ils ont envie de se vendre, ils ont envie de récupérer la situation. Donc ils font la guerre de l'intoxication et de ces revendications
qu'il faut prendre avec assez de précautions et se donner les moyens d'analyser, d'authentifier leurs revendications. Ali Haïdara, qui est spécialiste en sécurité, est en ligne. Monsieur Haïdara, cette double revendication, comment est-ce que vous l'expliquez? Actuellement, en termes de revendications, vous savez, ces groupes se divisent en plusieurs actuellement. Donc, on ne reconnaît plus réellement quelles sont les revendications de tel groupe ou de tel groupe. Parce qu'il y a à chaque fois des sécessions et des fusions. Al-Qaïda, comment on appelle, Al-Murabitoun, Ansar Din, tout ce truc-là. Tout ce que je sais, nous vivons très confus. Tous ces groupes sont très confus parce qu'ils n'ont réellement aucune revendication logique et valable pour faire créer la terreur autant. Tout ce que ces gens-là veulent, c'est-à-dire ils sont là seulement pour tuer et c'est tout. C'est maintenant vraiment essayer d'amener une sorte de... Je sais pas, parce qu'actuellement, ça montre que si tu as un groupe, si tu crées la terreur, généralement tu gagnes de l'argent en Afrique. Et un peu partout même dans le monde. On t'appelle souvent à des tables de négociation. Il faut qu'il y ait une fermeté et un sérieux avec nous-mêmes, qu'on regarde les problèmes, qu'on commence à développer nos pays, qu'on donne une bonne éducation à nos enfants pour comprendre réellement où ils marchent, ce qu'ils font, ce qu'ils ne doivent pas faire, qu'ils le fassent. Aujourd'hui, je vous dis une chose, Al-Qaïda aujourd'hui, regardez comment l'État islamique a pris le dessus sur Al-Qaïda. Et pourtant, c'est fondé par quelqu'un qui n'était qu'un militaire de Al-Qaïda. Donc maintenant, aujourd'hui, vraiment, les revendications, on ne reconnaît plus quel groupe a telle revendication ou quel groupe en a pas. Mais seulement, leur objectif, c'est créer la terreur pour avancer leur idéologie archaïque. C'est tout ce que moi je sais. Mamadou Yassassa. Oui, avec la revendication, c'est juste, comme mes professeurs ont si bien dit, pour tout simplement récupérer le mouvement. Le mouvement est déjà un acte terroriste qui a été déjà perpétré contre l'hôtel en tant que structure islamiste. Donc il faut récupérer le mouvement, se prononçant donc c'est moi. Or en réalité, ce n'est d'autre que des terroristes en un mot, quoi. Alors, nous donnons la parole à Chaka Tchèbdé. Moi, dire que ces gens-là n'ont pas de revendications logiques, à mon avis, on peut les reprocher de n'avoir pas de revendications qui sont recevables. On ne peut expliquer les actes qu'ils commettent avec absolument rien du tout. On ne peut pas dire que c'est parce que pour lutter que la France est là aujourd'hui pour les combattre qu'on commet ces actes-là. Tout ce qu'ils ont comme revendications ne sont pas recevables. Je suis d'accord avec ça, mais ils ont des revendications. À la seconde où la France est intervenue dans la crise, ça sert pour eux de prétexte. À la seconde où le Mali est engagé dans la lutte contre le terrorisme, bien avant l'intervention française au nord, ça les sert de prétexte. L'AQMI est là, les fils, l'AQMI. Donc, ils ont une vision, ils ont une idéologie. Ça peut ne pas être recevable, mais la revendication, à mon avis, elle est là et il n'y a rien à faire parce qu'ils savent aujourd'hui que quoi qu'ils aient fait, ils ne seront plus jamais invités sur la table de négociation avec l'État malien. Et donc, ils sont en train d'aller au bout de leur mission, au bout de leur ambition. Ousmane Cornéo, l'état d'urgence a été décrété. Elle s'étend pour l'instant sur 2 jours. C'est peut-être quelque chose qui peut quelque part rassurer les populations? Oui, bon, en fait, décréter l'état d'urgence seulement ne suffit pas. Il faut que ça se voit dans les faits. Qu'est-ce qui est en train de passer dans les rues de Bamako qui puisse rassurer les populations, qui puisse effrayer et dissuader les malfaiteurs. Moi, je crois que si l'état d'urgence est accompagné de tous ces phénomènes, ça peut rassurer. Mais décréter simplement l'état d'urgence pour le décréter... Mais pour l'instant, vous n'avez particulièrement rien remarqué? Depuis ce temps, je sais pas, j'ai été ce matin dans les alentours de Radisson pour voir. Je vois que les rues qui communiquent à Radisson, il y a 2 ou 3 agents de sécurité. Mais à l'intérieur de la ville, je n'ai rien senti qui ait changé et qui puisse moi me rassurer. Alors, je crois que nous n'avons plus le temps pour aborder un autre aspect de ce débat qui n'est pas aussi simple que cela. Nous allons donc remercier nos invités qui sont donc Ousmane Cornéo, spécialiste en sécurité du Sahel, Chaka Tchèbdé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique, Mamadou Yassassa, qui est le président de l'association des jeunes contre le terrorisme et la drogue au Mali. En ligne, nous avions Ali Haïdara, il est spécialiste en sécurité. Ce débat a été donc réalisé par Ousmane Djadje Touré. À la mise en onde, nous avons donc Saloum Diouara, régie vidéo Mamadou Ouattara. Le débat vous a été présenté par Seydou Fomba. Nous vous retrouvons demain pour
un autre sujet. Au revoir. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Halud Mauni. Shaniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.